Bonjour à tous, retour sur le plateau TV ici sur le salon Solutrans 2015 avec une nouvelle table ronde, nouveaux invités, également un nouveau thème, cette fois-ci sur la fiscalité au sein des entreprises de transport. Nous verrons quel est le poids justement de cette fiscalité au sein des entreprises, qui doit la financer. Et puis nous intéresserons également durant cette table ronde avec nos invités sur la taxe poids lourd qui rentrera en vigueur donc au 1er avril prochain en Belgique, donc chez nos voisins belges qui intéressent, on le verra également, les transporteurs français. Alors, parmi nos invités cet après-midi, Alexis Giret, directeur du Comité national routier, bonjour. Bonjour. Christian Rose, délégué général de la UTF, Catherine Ponce de l'UNOSTRA, Gilles Matelier-Guinlet de l'ETRE, Marianne Olivier Trigalo, qui est donc chercheur au laboratoire Ville, Mobilité, Transport, et Michael Reul, justement, on parlera de la taxe poids lourd donc en Belgique avec vous. Vous êtes donc secrétaire général de l'UPTR, vous représentez les transporteurs belges, c'est ça hein? Précisément, qui sont un petit peu dans la mouise avec le sujet que vous venez de citer. Et on en parlera tout à l'heure. Alors, Alexis Giret, on va commencer avec vous, donc Alexis Giret du CNR, du Comité national routier. Quel est le poids de la fiscalité justement au sein des entreprises de transport aujourd'hui ? Alors, le CNR, en tant qu'observatoire économique du marché de transport routier de marchandises, fait des enquêtes statistiques chaque année. Donc on fait les statistiques, je dirais même officielles, de ce qu'à l'échelle d'un poids lourd français circulant en grande distance sur les routes, majoritairement sur les routes françaises, mais aussi en régional, ce qu'il verse en termes de fiscalité spécifique. Sachant que les entreprises de transport ont des taxes spécifiques. Voilà, je ne vais pas parler évidemment de la TVA ou de l'impôt sur les sociétés qui sont payés par toutes les entreprises, toute l'économie française, mais des choses qu'on ne trouve que dans le transport routier. Alors, il y a un petit tableau qui va permettre de mieux peut-être digérer les chiffres. Hein, désolé, donc tout le monde connaît la taxe à l'essieu. Hein. On en rappelle le montant pour un véhicule emblématique, hein, celui qu'on observe le plus, c'est un 40 tonnes 5 essieux. Sur de la longue distance ou de la courte distance, c'est la même taxe à l'essieu. Elle est à 516 € par an. Il y a ensuite une composante péage en France. Il existe un réseau autoroutier concédé. Et le total de ce que va payer un tel véhicule en longue distance, en exploitation type longue distance, représente à peu près 9 140 € par an. Et évidemment, c'est moins en régional puisqu'on emprunte moins l'autoroute. Donc ça, rapporté au kilomètre, ça pèse en moyenne un peu plus de 8 centimes d'euros du kilomètre. C'est une moyenne qui cache en fait une grosse disparité parce que la réalité, c'est que quand on est sur l'autoroute, on paye plein pot. Et là, en fait, c'est de l'ordre de 22 centimes d'euros du kilomètre. Hein, il y a des disparités aussi entre les réseaux, mais c'est en moyenne en France pour un véhicule classe 3-4. Et donc les véhicules, les poids lourds 5 essieux, 40 tonnes, c'est classe 4, donc c'est un petit peu au-dessus de cette moyenne, mais la statistique disponible, il n'y a que celle-là, c'est à peu près 22 centimes d'euros sur les parcours payants. Et rien ailleurs. Hein. Mais ce qui fait en moyenne, on n'a pas, en moyenne sur l'ensemble de la circulation d'un poids lourd, il y a quand même 8 centimes consacrés au péage, aux infrastructures directement. Et troisième grand poste de fiscalité spécifique, la taxe sur les carburants. Alors c'est sur le gazole et ça s'appelle la TICPE. Les transporteurs s'en font rembourser une petite partie. Donc moi, je donne bien sûr les chiffres en net. Hein, ce qui reste vraiment à la charge des transporteurs, c'est de l'ordre de 14,1 centimes d'euros par kilomètre. La TICPE, pour rappeler les chiffres, c'est 43,19 € par hectolitre. Ce qui donne au kilomètre la chose suivante. Et ça, on voit bien, c'est près de 16 000 € par an pour un kilométrage moyen. Hein, après, c'est proportionnel. C'est 14 centimes du kilomètre environ. Et c'est uniquement pour la taxe, hein, pas pour l'ensemble du gazole. Et c'est plus de 11% de l'ensemble des coûts d'exploitation. Et le tableau montre bien ça aussi. Hein, c'est que si on additionne tout ça, toute cette fiscalité spécifique, elle représente 25 600 € par an pour un poids lourd en longue distance, près de 23 centimes d'euros du kilomètre, et c'est 18% des coûts d'exploitation.
18% des coûts sont vraiment consacrés à ça. Et très rapidement, le régional roule un peu moins, emprunte moins l'autoroute. Et donc, on a une structure un petit peu différente. Mais on a de l'ordre un poste de l'ordre de 18 000 euros par an, 20 centimes du kilomètre, et c'est 15% des coûts d'exploitation. Voilà. Alors, on parle assez facilement de fiscalité écologique. Vous préférez parler de développement durable, notamment à travers les chiffres, ce que vous constatez au CNR? Disons que au moment de se poser la question que peut couvrir, alors c'est un coût pour le transporteur, c'est une recette pour la collectivité. Une recette pour couvrir quoi? Au nom de quoi? Si c'est là, c'est parce que le transport engendre des coûts spécifiques aussi pour la collectivité. Et donc, au moment d'un bilan, effectivement, ça va bien au-delà d'une écologie qui serait uniquement centrée sur peut-être la nature, mais du développement durable au sens d'une économie, d'une responsabilité sociale et économique. Et si on fait un bilan socio-économique, effectivement, on va bien au-delà de l'écologie et on prend les conséquences sur la sécurité des personnes, par exemple. Et on dépasse le thème écologique. Alors je pense que pour moi, c'est peut-être la différence entre le développement durable et l'écologie. Alors, je ne suis pas expert. Catherine Ponce, vous représentez donc l'UNOSTRA, à l'UNOSTRA, vous représentez donc les très petites entreprises de transport, moins 4-5 camions, c'est ça, on peut dire ça comme ça? Je dirais moins de 10 véhicules. Moins de 10 véhicules, donc parc de moins de 10 véhicules. Vous me disiez en préparant cette table ronde que les entreprises de transport étaient taxées 4 fois plus qu'une entreprise ordinaire. Oui, c'est des chiffres qui ont été établis à plusieurs reprises et qui sont assez constants dans le temps. Donc c'est la raison pour laquelle nous nous sommes battus, toute organisation confondue, pour ne pas être taxés une fois supplémentaire en 2014 avec l'écotaxe. Le dispositif que nous avons obtenu en 2015 nous convient, puisqu'aujourd'hui, il nous permet de participer malgré tout à cet élan, j'allais dire, pour diminuer notre empreinte carbone. Et malgré tout, ça nous a permis de pouvoir voir nos entreprises continuer d'exploiter nos véhicules sans être particulièrement perturbés comme on aurait pu l'être par l'écotaxe. Mais plus les entreprises sont moins importantes, en fait, plus la fiscalité a un point important donc, au sein de l'entreprise, dans la gestion du moins. Tous les coûts d'une entreprise sont plus importants dans une petite entreprise que dans une moyenne ou une grosse entreprise, tout simplement parce qu'elle n'a pas du tout le même réseau commercial et la même puissance de frappe pour pouvoir négocier ses prix de transport. Donc elle est plus fragile et plus exposée à toute augmentation de coûts. Gilles Matelier, donc, de l'OTRE, vous représentez notamment les PME donc, dans le secteur du transport routier. Alors, on va revenir assez brièvement sur ce qui avait été proposé par le gouvernement, enfin les plusieurs gouvernements successifs. C'était donc l'écotaxe, la taxe poids lourd. Ça a été abandonné et en échange, il y avait une contrepartie pour la profession. On peut rappeler les 4 centimes, les fameux 4 centimes sur le gasoil. C'est pas une contrepartie pour la profession. La profession avait accepté de financer les infrastructures. L'écotaxe, je rappelle qu'elle vient d'une directive européenne qui s'appelle Eurovignette, qui est une directive sur la fiscalité pour l'entretien et le financement des infrastructures. Mais la taxe à l'essieu existait pour ça aussi? La taxe à l'essieu existait effectivement au départ pour cela. Elle a un peu évolué dans le temps pour devenir une taxe sur les véhicules qui existe dans tous les pays européens, à l'exception d'un pays, je crois de tête, c'est la Slovénie ou la Lituanie. Bref. La Slovénie, voilà, confirmation de Alexis Giret. Mais donc elle a évolué et cette évolution est allée vers une redevance ou un droit d'usage de l'infrastructure. L'écotaxe correspondait à une redevance kilométrique. L'OTRE, elle, s'est prononcée pour un droit d'usage qu'elle trouvait beaucoup plus simple dans son appréhension et qui est défini par une vignette. Voilà, tout simplement. Alors aujourd'hui, nous sommes à l'heure d'un Internet, donc c'était une vignette dématérialisée. C'était un forfait. C'était un montant forfaitaire payé à l'année. Qui était combien à peu près? Enfin, dans le projet initial. L'OTRE n'a pas fait de proposition en ce sens. Le ministère, quand il a voulu envisager le remplacement de l'écotaxe, était parti sur un montant de 500 €. On s'aperçoit que ces 500 € étaient beaucoup plus répartis de façon beaucoup plus équitable entre transporteurs français et transporteurs étrangers que ne l'est la TICPE, les 4 centimes de TICPE, qui sont à la base une mesure provisoire de compensation
pour les recettes qu'il manquait d'écotaxe sur 2015. On devait trouver dans un groupe de travail avec le gouvernement un moyen de remplacer cette écotaxe. Certaines fédérations se sont prononcées pour le maintien des 4 centimes. Nous, notre fédération estimait qu'il valait mieux partir sur quelque chose qui correspondait vraiment au financement des infrastructures, et c'était cette vignette. Et on s'aperçoit aujourd'hui, avec la campagne électorale sur les régionales, que nous n'étions pas dans le faux, puisque la majorité des candidats au régional côté environnement, EELV, PS, propose aujourd'hui une taxe de transit qui est appelée écotaxe régionale. Et comme par hasard, le premier à l'avoir proposé n'est autre que M. Cuvillier, qui était le promoteur de l'écotaxe depuis 2012. Bon, on rappellera que le projet de vignette a été abandonné et le ministre, enfin secrétaire d'État au transport, Alain Vidalis, l'a donc annoncé il y a 2 semaines. Il n'est pas abandonné, en tout cas pas pour nous. Monsieur Vidalis a annoncé que le gouvernement, 3 mois après d'ailleurs, 3 mois après, parce que cette annonce devait être faite en juillet, elle n'est arrivée que fin octobre, a annoncé que pour l'année 2016, on maintenait le dispositif des 4 centimes, qu'il pensait être plus simple, mais nous n'en démordons pas. Pour nous, ce n'est pas un dispositif plus simple, il est plus dangereux par la clause d'indexation. Et qui plus est, on s'était engagé sur le financement des infrastructures et ces 4 centimes de TICPE vont au budget général de l'État et Bercy a déjà décidé de les orienter vers autre chose que l'entretien des infrastructures. Alors Christian Rose, vous représentez les chargeurs. Au final, une bonne nouvelle, ce sont les transporteurs qui paient de nouveau ? C'est pas aussi simple. Non, c'est pas aussi simple que ça. Tout d'abord, rappeler un point sur la question spécifique de l'abandon de l'écotaxe et de sa recette de substitution. Donc, quand on arrive à des 4 centimes de TICPE, il y a un point important qu'il faut mettre dans la balance, c'est l'engagement que nous avons obtenu des pouvoirs publics de ne pas avoir une double peine. Parce que le risque était grand et reste encore grand, et je pense que Gilles en faisait état à l'instant, avec les velléités de certaines régions de créer des taxes de transit, des taxes régionales. Notre préoccupation première, c'était de dire, quelle que soit l'orientation qui serait retenue, surtout évitons la double peine. Et de l'analyse que nous avons faite, je dirais, qui nous a fait pencher en faveur du maintien du dispositif sur la TICPE, c'est que précisément, si nous créons aujourd'hui une autre source de recettes de financement, style Eurovignette ou toute autre recette, quelle qu'elle soit, en raison de la façon dont s'organise aujourd'hui le remboursement de TICPE au profit des transporteurs routiers, il faut savoir qu'un centime de TICPE remboursé aux transporteurs, qu'il soit compte propre ou compte d'autrui d'ailleurs, c'est en gros une enveloppe de 90 millions d'euros par an. Et on voit effectivement à travers des augmentations qui se profilent à l'horizon, les 2 centimes de contribution climat-énergie en 2016, le centime additionnel au titre du rattrapage, enfin de réduction de l'écart de fiscalité entre le gazole et l'essence, ces 3 centimes majorés seront remboursés aux transporteurs, en tout cas exploitant des véhicules de moins de 7,5 tonnes. Donc on voit tout de suite qu'en termes budgétaires, c'est une enveloppe de 300 millions qui va venir s'ajouter aux 500 millions que l'État verse déjà aujourd'hui. Donc l'analyse qu'on a faite en disant avec ce rythme-là, on risque très vite d'arriver non pas à une petite niche fiscale qui est de l'ordre de 300 000 euros, mais on va vite approcher le milliard d'euros. Et on sait très bien qu'à partir de 800 ou 1 milliard d'euros, Bercy va réagir et Bercy va forcément mettre le haut là. Donc le risque, c'était à terme d'avoir à la fois une vignette créée ex nihilo, plus le risque à terme de se reprendre en boomerang le non-remboursement de TICPE. Donc c'est la seule raison pour laquelle nous avons défendu cette option de la TICPE au nom de l'engagement pris par le gouvernement de ne pas avoir double peine. Alors me direz-vous, cet engagement, il ne vaut que pour cette législature. Bon, avec le gouvernement, on verra bien ce qu'il en sera. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que la profession, tous ensemble, qu'on soit chargeur, exploitant en compte propre ou entrepreneur de transport pour compte d'autrui, c'est que le vrai sujet qui se posera demain, c'est l'avenir du gazole professionnel par rapport à la trajectoire qui est aujourd'hui annoncée par les pouvoirs publics, visant à faire en sorte, effectivement, d'augmenter la fiscalité sur le gazole, en faisant en sorte, dans un premier temps, que bien sûr les transporteurs ne soient pas victimes de cette augmentation. Alors, vous me disiez en préparant cette table ronde, c'est au final l'important pour votre organisation, en tout cas la UTA, c'était de savoir où va l'argent. En fait, c'était l'affectation des fonds collectés. C'est ce que disait à l'instant Alexis. Effectivement, il faut d'autant plus se poser la question de l'affectation
lorsqu'on parle de fiscalité écologique. Contrairement à la fiscalité générale ou la fiscalité même spécifique transport, TICPE ou taxe à l'essieu, ce sont une fiscalité à laquelle on ne peut pas échapper. Bon, sauf à consommer moins de carburant, mais globalement, la taxe à l'essieu, une fois qu'elle est payée, elle est payée, ou sauf à entrer dans de l'évasion fiscale ou de la fraude, mais on n'en est pas là, bien évidemment. Alors que la fiscalité écologique, me semble-t-il, procède d'une autre logique qui obéit à une volonté politique de fixer une trajectoire, et cette trajectoire visant notamment à faire évoluer les comportements, c'est l'effet signal-prix. Et à partir du moment où, effectivement, où on entre dans une démarche de fiscalité purement écologique, ça doit forcément s'accompagner de mesures alternatives qui permettent aux opérateurs de trouver des solutions pour ne pas payer cette fiscalité écologique. Et ce qui sous-entend, et ce qui, je dirais, a comme effet incident, d'avoir la nécessité d'un fléchage ou d'une orientation, d'une affectation de cette fiscalité. Donc ça, c'est déterminant si on veut effectivement rendre crédible la fiscalité écologique, étant entendu bien sûr que si on suit ce raisonnement et que cette fiscalité écologique finit par avoir une vertu, si tant est qu'une taxe puisse avoir une vertu, en tout cas c'est l'objectif qu'on peut lui donner. À terme, je dirais, les recettes sont censées, je dirais, disparaître au fur et à mesure que les comportements s'améliorent, ce qui fait qu'à terme, une fiscalité écologique, on peut se poser la question de sa réelle pertinence. Elle ne peut pas être effectivement une mesure, une recette, je dirais, pérenne pour l'État, sauf à envisager que celui-ci réduise drastiquement ses dépenses publiques, mais ce qui n'est pas aujourd'hui dans l'air du temps. Ce qui veut dire que la fiscalité écologique, pour moi, est avant tout, puisque la question au débat, c'est qui la paye, la fiscalité écologique, c'est avant tout, peut-être aussi, il faut se poser la question, qui ne la paye pas. C'est peut-être la seule, effectivement, qu'on est amené à ne pas avoir à payer, et c'est très clairement, entre dans cette logique de fiscalité écologique, très clairement, l'annonce faite par le gouvernement de réduire l'écart de fiscalité entre le gazole et l'essence, c'est bien un message qui est envoyé aux opérateurs économiques pour faire évoluer leur comportement. Rappelons le projet pratiquement final de l'écotaxe, s'il avait été appliqué, c'est qu'il y avait une répercussion, notamment. Ça aurait été appliqué, ça. Il y avait comme une réglementation. Tout à fait. Alors, la question de la répercussion, elle est déterminante. Je pense que Michael Earl en parlera tout à l'heure. Ils sont en plein dans le cœur du sujet en Belgique. Ce débat, nous l'avons eu en France. Il y a eu beaucoup d'échanges qui se sont faits entre représentants des chargeurs et des transporteurs. Bon, c'est une vraie question, mais me semble-t-il, elle se pose uniquement en termes de transition. C'est passer d'une situation où il n'y a pas cette taxe à une situation où il y en a une. Autrement dit, la question qui se pose, c'est pas tant d'être sûr de pouvoir répercuter lorsqu'on est transporteur l'impact de cette taxe dans ses coûts sur plusieurs années, c'est de passer d'un moment où il n'y en a pas à un moment où il y en a une. Bon, et là, effectivement, il peut y avoir un gap supplémentaire, et je pense qu'en Belgique, avec des augmentations annoncées de 7 ou 8% des coûts, c'est un vrai sujet. Alors, je termine simplement. Nous, notre souci, quand on parle de fiscalité quelle qu'elle soit, la fiscalité, ça n'est jamais, de notre point de vue, qu'un élément de structure de coût. Donc, quelque part, lorsqu'on achète du gazole, on achète de la fiscalité en plus. Lorsqu'on achète un véhicule, il y a une taxe à l'essieu qui vient derrière. Ça fait partie de la structure des coûts. Donc, très clairement, on ne voit pas la nécessité de devoir isoler le poste fiscal des autres postes de coûts d'une entreprise. Bon, la branche du secteur vient de revaloriser ses barèmes minimums conventionnels. Que je sache, il n'y a pas de mécanisme prévu pour aller répercuter dans les prix l'augmentation de 2% des rémunérations conventionnelles. Alors on parlait de la Belgique, on avait parlé d'usine à gaz en France quand il y avait la fameuse défunte écotaxe. Michael Reul, c'est le 1er avril, c'est ça? 1er avril. En Belgique. On vous a refilé le bébé en fait. Mauvaise blague belge et peut-être pas usine à gaz, mais plutôt jackpot pour les régions qui, en l'occurrence, ont prévu un système purement fiscal. Il n'y a pas d'idée environnementale ou autre. Mais j'écoute votre question. Mais c'est un changement radical puisque vous... On passe de en tout tout cas, en Belgique, on ne payait pas d'autoroute. L'autoroute est gratuite. Donc, les autoroutes étaient gratuites, donc on passe d'un système de gratuité avec une eurovignette de 1 250 € qui nous ouvrait les portes des Pays-Bas, du Luxembourg, de l'Autriche et du Danemark. Et on passe à un système de taxation kilométrique pour la majorité des véhicules. Et pour comparer des pommes avec des pommes, 1,06 €, plus de 40 tonnes, ça va faire 12,8 cents du kilomètre. C'est un copier-coller avec l'écotaxe française? C'est un mauvais copier-coller en tout cas. Peut-être pas quant à l'issue. On a quand même quelques espoirs. C'est le même principe? C'est le même principe, c'est exactement le même principe, une sortie de l'eurovignette vers un principe de taxation kilométrique. Avec une différence, bon, il n'y aura pas de forfait comme c'était prévu dans le projet de la vignette aussi, mais ça sera selon les routes, c'est ça, les régions et également le périphérique de Bruxelles.
non seulement le périphérique de Bruxelles, mais l'ensemble des rues de notre petite capitale, l'ensemble des axes principaux, autoroute, route nationale 2x2 bandes. Donc l'ancien réseau Eurovignette sera soumis à taxation selon un système GPS qui tracera véritablement au kilomètre. Il n'y aura pas des entrées et des sorties. Ce sera vraiment une taxation pure et dure kilométrique. Et on connaît les tarifs déjà, non, à peu près ? Je vous disais 12,8 cents pour une combinaison classique à laquelle on rajoute la taxe à l'essieu, notre taxe de circulation, à laquelle on rajoute nos axes qui certes sont au minimum européen mais qui représentent quand même un coût de 1/3 du prix du carburant à la pompe. Alors les autorités belges sont assez prudentes, ils préfèrent parler de prélèvement kilométrique, je crois, c'est ça ? Ça dépend à quelle autorité belge vous vous adressez. Nous avons 3 régions en Belgique. C'est une taxe pure et dure en Flandre et à Bruxelles. Et c'est un prélèvement, une redevance qui, en l'occurrence, sera soumise à TVA en région wallonne, avec à ce moment-là une affectation à l'infrastructure routière et fluviale, tandis qu'en Flandre et à Bruxelles, c'est le pot commun, la collectivité. Et donc nous n'avons aucune certitude quant à l'utilisation qui sera faite de ces nouveaux fonds. Alors vous avez saisi, je crois, l'autorité de concurrence. Nous avons notamment saisi l'autorité de la concurrence. Nous allons normalement encore saisir le Conseil constitutionnel parce que nous constatons, c'est en cours pour l'instant, mais nous avons une série d'arguments. Un opérateur monopolistique se permet des pratiques commerciales des plus douteuses. La réglementation européenne sur l'interopérabilité ne nous semble pas être respectée. Des opérateurs français, Access pour ne pas le citer, se voient fermer la porte au nez alors que l'échéance du 1er avril c'est demain matin. Donc nous allons continuer à plaider pour obtenir peut-être une suspension de la mesure le temps que tout le monde soit mis sur un pied d'égalité au regard des normes européennes en vigueur. Alors apparemment assez complexe, c'est complexe également pour les transporteurs français qui vont transiter, puisque je crois il y aura une récupération ou non de la TVA selon les régions, je crois, c'est ça hein ? Il y aura une TVA facturée, la TVA étant évidemment récupérable pour tout un chacun professionnel. Sauf Bruxelles. En région wallonne, le prélèvement, qui n'est donc pas une taxe mais un prélèvement, cette redevance est assujettie à TVA. Et donc les transporteurs qui oublieront de récupérer la TVA feront un cadeau supplémentaire aux autorités belges qui seront fort contentes. Marianne-Olivier Trigalo, alors je rappelle, vous êtes chercheur à l'IFSTAR, donc au laboratoire Ville, Mobilité, Transport, c'est ça ? C'est ça. Ça nous rappelle des souvenirs, tout ça. Vous préférez parler d'histoire longue de la taxe poids lourd en France ? Oui, parce que, donc effectivement, je voyais sourire de temps en temps. Oui, parce que en fait, à la limite, là, j'ai tout un panel d'interlocuteurs que j'ai pu entendre et avec leurs arguments lorsque je m'intéressais effectivement à la taxe poids lourd. Alors effectivement, je précise que moi, mon point de vue, il est d'ordre sociopolitique, donc je ne m'intéresse pas à savoir qui doit payer ni qui ne doit pas payer, mais plutôt l'analyse que je fais, c'est que sont très liés le fait du choix de qui payer avec l'instrument qu'on choisit pour faire payer. Et je précise aussi que, de mon point de vue, ce sont des choix aussi bien techniques qu'économiques, mais aussi politiques. Les deux, le choix de qui payer et l'instrument. Donc on peut faire une lecture de l'instauration de l'écotaxe, enfin de la taxe kilométrique poids lourd avec cette lecture-là. Et je souriais parce qu'effectivement, donc il y a cette histoire des coûts engendrés par certaines activités, donc en l'occurrence le transport routier de marchandises. Et donc ça, c'était une première série d'arguments et de bases qui est, dans le jargon des économistes, faire payer les coûts externes, notamment négatifs, avec une formulation typique qui est de dire les transports routiers de marchandises ne payent pas leurs coûts. Donc, sauf que évidemment, tout est sujet à controverse, c'est-à-dire de quel coût on parle, leurs mesures, comment les faire payer, etc. Simplement, ce que je voulais dire là-dessus, sur le lien entre qui paye et le choix, c'est deux choses. C'est que d'une part, l'écotaxe poids lourd, elle a une filiation européenne nette, donc effectivement, c'est soit la directive usage des infrastructures, soit Eurovignette, et donc comme la Commission européenne, l'administration française, les associations, tout ça constitue un monde qui effectivement s'appuie sur cette théorie économique
de faire payer les coûts externes et donc donner un prix à ces coûts. Donc tout ça, on voit bien qu'il y a quand même un sillon sur le choix de l'instrument et l'Europe fait un sillon redevance. Sauf que parmi ces coûts, donc il y a les coûts environnementaux, vous en avez cité, vous avez cité diverses taxes qui sont divers moyens de déjà recouvrir ces coûts, mais il y a un coût qui n'est recouvert et dont on ne sait pas mesurer comment le faire, c'est le coût de la congestion, qui est hors tout. En plus, avec controverse des économistes là-dessus. Ils sont pas d'accord. Alors, ils ne sont pas d'accord. Il y en a qui disent oui, il faut le faire payer, puis d'autres qui disent, comme disent les transporteurs, ce serait une double peine de nous les faire payer. Et donc, dans l'histoire de l'écotaxe, moi, j'ai trouvé donc l'affiliation en France, l'événement déclencheur, l'impulsion politique, elle est venue d'Alsace. Donc, je vous la fais courte, mais il se trouve que parmi ces interlocuteurs alsaciens, il y avait donc le député Bure, parce que justement, il fallait passer par une loi nationale pour faire voter l'expérimentation alsacienne. Et donc le député Bure, quand je suis allée le voir pour savoir, mais qu'est-ce qui vous a pris d'aller faire voter ça, parce que c'était pas du tout son sujet de prédilection, on va dire. Donc moi je m'attendais à un discours environnemental. Il n'y avait rien d'écologie. Alors lui en tout cas, il avait un peu ce discours-là, mais la motivation principale c'était quand même une motivation locale, liée à la population, liée aux embouteillages, donc dans ces termes en substance, subis par les automobilistes, et donc lui désigne dans la filiation européenne de la redevance, désigne comme cible les poids lourds. On va résumer. Est-ce qu'on peut parler notamment de l'anecdote, enfin c'est pas une anecdote, mais que le projet de l'écotaxe est né pratiquement à la fin du Grenelle de l'environnement, c'est-à-dire qu'on n'avait rien pour le transport routier, c'est un peu ça en résumé. Oui. Oui, mais alors là, on passe dans un autre sillon et un autre type d'argument. C'est-à-dire que, une fois qu'elle est votée, l'écotaxe, dans le format français, ça veut dire que c'est les douanes qui vont gérer la perception de la taxe. Donc ça veut dire que vous faites entrer dans le jeu les finances, Bercy. Et quand vous faites entrer en jeu Bercy, pour Bercy, une taxe, c'est une recette. Donc on passe sur un autre registre où là, effectivement, on trouve l'argument de je veux des recettes. Donc si vous êtes du côté de l'administration du transport, c'est des recettes pour les infrastructures. Donc là, on retrouve des arguments sur lesquels vous pouvez vous accorder en tant que transporteur. Mais après, dans la suite, ça peut être des recettes pour autre chose. Alors, sur l'anecdote à laquelle vous faites allusion, en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Oui, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire que d'un côté, il y avait l'administration des transports qui savait qu'elle avait un problème de financement de la FIT. Avec la privatisation des autoroutes, il n'y avait plus de recettes de financement pour la FIT. Et l'idée d'utiliser une taxe sur les poids lourds comme moyen de recette, en fait, ça date d'avant, c'est-à-dire que déjà l'administration des transports travaillait dessus dès 2003. Et donc, quand cette conjonction de choses s'est faite, l'administration des transports, qui a vu qu'elle ne pourrait pas faire voter de loi spécifiquement transport, a joué sur deux tableaux. A joué sur la loi de finances pour 2009 et a joué sur le Grenelle, parce qu'il faisait les deux en même temps. Donc, la taxe a été votée dans le PLF avant le Grenelle. Et effectivement, en observant les débats, les sujets qui se passaient sur le Grenelle, rien ne sortait sur le transport routier. Enfin, en tout cas, ce n'était pas très débattu. Donc, selon FNE, mais moi, je les crois volontiers parce que ça fait quand même un moment que l'administration... France Nature Environnement. France Nature Environnement. Ça fait un moment que l'administration des transports ou écologie ou développement durable, appelez-la comme vous voulez, ça fait un moment que le secteur routier est quand même un peu devenu le parent pauvre de cette administration. Et donc, FNE dit, effectivement, on s'est aperçu à la fin qu'il y avait
n'y avait rien sur le routier. Et comme FNE et que les associations environnementales sont très impliquées à l'échelle européenne, ils ont fait des études, etc. Ils avaient des études, donc ils avaient des arguments construits pour dire faut mettre la taxe sur les poids lourds. Et effectivement, c'est comme ça que c'est venu dans le Grenelle. Mais l'administration des transports aussi a certainement joué pour que ce soit inscrit dans le Grenelle. Gilles Matelier, les transporteurs sont dans quel état d'esprit? Est-ce qu'ils craignent un retour de l'écotaxe régionale, notamment en Alsace, puisque le projet... Oui, entièrement, mais je voudrais rebondir sur ce que disait Madame et ce que disait tout à l'heure Christian. Écotaxe, elle n'a rien d'écologique, cette taxe. C'est une redevance kilométrique. Je rappelle quand même que les douanes et le gouvernement français se sont fait retoquer par la Commission européenne en matière juridique parce qu'ils l'avaient appelée taxe alors que c'est une redevance. Et on voit bien l'objectif de Bercy de récupérer des recettes. Et c'est exactement le même cas en Belgique aujourd'hui. Et ce que disait tout à l'heure Christian d'une fiscalité écologique, c'est pas le cas. La fiscalité, elle est là pour perdurer. Bercy veut des recettes et trouve tous les moyens bons pour le dire. L'écotaxe, elle n'a rien d'environnemental. Vraiment, dans le rien. texte, je crois, dans les textes de loi, c'était taxe nationale poids lourd. Taxe nationale pour la circulation des poids lourds. En Belgique, on a eu au moins des politiciens honnêtes qui n'ont pas vendu rien d'autre qu'une mesure purement fiscale. Et la Belgique est un formidable laboratoire en termes d'immobilité, de congestion. Avec 11 millions d'habitants, on a 6 millions de voitures. Il n'a jamais été question de résoudre le problème d'immobilité, de congestion avec une taxe poids lourd. Alexis Giret, vous vouliez intervenir? Simplement, le taxe, je crois que c'était le titre en fait de la loi, mais si on commençait à la lire dès le premier article, il était bien écrit que l'objet fiscal, c'était une redevance d'usage des infrastructures. Catherine Ponce, vous vouliez également intervenir? Catherine Ponce de l'UNOSTRA. Oui, je voulais dire aussi que la fiscalité écologique, les transporteurs s'en sont inquiétés, préoccupés depuis longtemps, dans leur investissement déjà, avec des véhicules de plus en plus performants, de moins en moins polluants. Ils sont allés un petit peu plus loin lorsqu'il a fallu recycler également tous les organes qui servent à faire du transport. Je pense aux pneus, je pense à tous les ingrédients qui sont nécessaires pour faire l'entretien des véhicules. Aujourd'hui, tout ça fait l'objet de recyclage extrêmement précis et qui a un coût. Les transporteurs sont allés plus loin aussi dans la consommation de carburant en intégrant véritablement dans le process salarial de leur entreprise l'éco-conduite. Et aujourd'hui, depuis le 1er octobre 2014, sur leurs factures, ils intègrent pratiquement tous, ou au moins beaucoup, leur empreinte carbone lorsqu'ils effectuent du transport. Donc, dire quelque part que la profession ne remplit pas son contrat écologique, je pense que c'est faux. Elle le remplit depuis longtemps, depuis les années 1980. Donc, je disais, ça fait vraiment 30 ans que la profession s'en inquiète, s'en préoccupe, et que l'État n'a pas véritablement été à ses côtés pour aider la profession à pouvoir investir davantage. Et son rôle est vraiment dans cette dynamique de taxes. Ça, je suis tout à fait d'accord avec mes collègues. Et il faudra d'autant plus que les organisations professionnelles veillent particulièrement, gouvernement après gouvernement, que ce niveau de taxes qu'on a aujourd'hui n'augmente pas, ou alors il y aura véritablement un péril grave pour les entreprises de transport routier de marchandises françaises. Alors avant un mot de la fin de chacun, Alexis, on pourrait donner également quelques chiffres concernant l'Europe de cette fiscalité. On a vu donc en France et également en Belgique. Alors, on a quelques visuels, là aussi, pour faciliter la compréhension. Il s'agit de la page 6. C'est pour la régie, ça. Où j'ai un panorama partiel de ce que coûte la taxe à l'essieu dans la moitié des pays d'Europe où le CNR va faire des études spécifiquement sur ces pays. Donc je crois que c'est intéressant, c'est la colonne la plus large où on voit que la taxe à l'essieu, toujours pareil, hein, c'est des grilles très complexes dans chaque pays, donc on se focalise sur le véhicule, le 40 tonnes 5 essieux, quel gros poids lourd que tout le monde connaît. Alors, vous voyez, ça démarre en bas à 516 €, puis pour commencer par ce qu'on connaît en France, c'est le plancher européen, la directive
européenne 99-62 fixe un minimum et impose aux États européens d'avoir une taxe à l'essieu. Et donc en France, on est au plancher. Il y a des pays, donc, vous voyez, où ça monte très haut, jusqu'à 2234 € en Slovaquie. Et c'est une valeur médiane. En vrai, ça monte à près de 2600 € à Bratislava, parce que ça dépend des pays. La Belgique est au niveau de la France, à peu près. Voilà, alors d'autres pays sont effectivement très bas. Pourquoi la Slovénie est à 0 ? Parce que ça a été dit qu'elle était à 0. C'est en échange, en fait, c'est une contrepartie avec l'introduction il y a un péage sur toutes les routes sur le réseau national et pas tout le réseau, mais le réseau principal est taxé en Slovénie, et les transporteurs ont obligation, enfin les poids lourds ont obligation d'emprunter ces routes-là lorsqu'ils sont sur un trajet qui passe par ces routes. Ils n'ont pas le droit de prendre une parallèle, une déviation. Et comme il y a cette obligation, la contrepartie, ça a été de supprimer, alors évidemment pour les locaux, ceux qui sont immatriculés là-bas, la taxe à l'essieu en Slovénie. Il y a une originalité sur la Slovaquie quand même. On paye ça uniquement si on roule en Slovaquie. Et il y a une exemption pour les véhicules qui seraient en permanence à l'étranger. Et on sait que dans ces pays-là, c'est une activité économique importante de faire du transport, mais finalement pour l'international, pour l'Europe. Et ils sont capables de ne jamais revenir au pays. Et comme là, il y a quand même en jeu plusieurs milliers d'euros, tous les véhicules qui sont vraiment orientés sur cette activité économique, pour venir passer le contrôle technique annuel, eh bien, ils ont organisé des centres de contrôle technique qui sont alors évidemment en Slovaquie, mais qui sont juste derrière la frontière. Et ils mettent sur plateau le véhicule pour passer la frontière et faire les quelques centaines de mètres et aller jusqu'au contrôle technique. Donc ils ont le contrôle technique, et ainsi ils n'ont pas roulé de l'année sur le territoire slovaque, et ils échappent à cette taxe importante. Voilà, il fait partie des quelques aides d'État un peu qu'on a identifiées en Europe. Merci pour ces chiffres en tout cas, Alexis. Un mot de conclusion, si on pouvait faire une conclusion, parce que le débat reste ouvert encore, je pense, pour pas mal de temps. Christian Rose. Une conclusion qui se veut une conclusion d'ouverture. Pour rebondir sur les propos d'Alexis qui parlait de l'Europe, je crois qu'in fine, quel que soit l'opérateur sur lequel repose in fine le coût de la taxe, que ce soit le chargeur, le transporteur ou in fine le consommateur c'est peut-être moins important, en tout cas restons dans le monde économique, du chargeur ou du transporteur, c'est l'élément concurrentiel qui est important. Et je pense que la perspective d'une fiscalité, quelle qu'elle soit sur les infrastructures, sur les véhicules, qu'elle soit de nature écologique, ce qui est important, c'est qu'on n'oublie pas qu'on est sur un marché européen et qu'on soit industriel comme transporteur. Donc à l'arrivée, que ce soit le chargeur qui paye ou que ce soit le transporteur qui paye, ça peut lui être préjudiciable s'il n'y a pas une approche européenne et harmonisée de cette fiscalité. Je me souviens il y a quelques années, les pouvoirs publics à l'époque de la première taxe carbone qui avait été retoquée par le Conseil constitutionnel, le gouvernement a eu la bonne idée d'ajouter à la taxe carbone une TGAP transport routier. Une TGAP transport routier qui se voulait effectivement orienter directement chargeur. Ce qui fait que le transporteur et chargeur auraient payé en vérité quasiment 2 fois la même chose. Et peut-être un appel ou aussi une ouverture que je peux faire pour l'avenir, toute perspective de fiscalité, quelle qu'elle soit, à l'époque cette TGAP a été, je dirais, annulée purement et simplement à 11h30 le soir par Madame Lagarde à l'Assemblée nationale. Pourquoi ? Parce qu'il y avait eu un front commun des chargeurs et des transporteurs contre cette TGAP. Donc peut-être à l'avenir, plutôt que de se poser la question qui du chargeur du transporteur doit payer, tous ensemble pour ne pas en avoir de taxes. Catherine Ponce de Nostra, un mot de conclusion ou répondre à Christian Rose? Pour répondre à M. Rose, c'est ce qu'on a fait dans le cadre de l'écotaxe. Transporteur, chargeur, on a dit non. Et quelque part. Avec les bonnets rouges quand même. Non, les bonnets rouges, c'est autre chose. Les bonnets rouges, c'est le bras armé de la grande distribution. Donc, on va pas tout mélanger. Mais j'allais dire, politiquement parlant, oui, c'est l'action de la majorité des organisations patronales et des chargeurs qui a permis de faire abolir l'écotaxe. Et l'écotaxe régionale, quoi qu'on en dise, de toute façon, il y a fort peu de chances qu'elle puisse voir le jour, de toute façon.
on est en Il campagne. n'y a pas de crainte avec les régionales. Il y a toujours de la crainte, évidemment, parce qu'on a toujours certaines régions qui sont prêtes, enfin certains candidats qui sont prêts à défendre des dossiers pour obtenir des mandats. Mais d'une manière globale, au milieu de la politique qui est menée actuellement par le ministère des Transports, le système qui a été mis en place correspond. Il correspond bien aussi bien au monde du transport qu'au monde des chargeurs. Ça s'est particulièrement bien passé. Et pour le moment, le gouvernement n'envisage pas de modifier ce système-là. Marianne Olivier Trigalo, vous poursuivez vos recherches, vos études sur la fiscalité. Absolument. L'histoire a été longue pour l'écotaxe, ça pourrait se poursuivre. Alors moi, je pense qu'elle n'est pas finie, parce qu'elle est suspendue, hein, elle est toujours dans la loi. Jusqu'à fin 2015. Elle est toujours dans les textes. Absolument. La mise en œuvre est prévue au 31 décembre 2015. Donc, c'est fait exprès. Non. Et c'est vrai en plus, c'est ça. Ben oui. Alors, deux choses quand même sur. Bon, alors, un mot de conclusion sur la suite. Donc, effectivement, moi, je continue à m'intéresser à, malgré tout, ce qui est appelé étiqueté fiscalité écologique. Et donc, je me suis intéressée à la fiscalité des carburants, à l'introduction de la composante, la contribution climat-énergie. Et on peut faire la même lecture sur, enfin, en tout cas, je la ferai, sur le choix de l'instrument détermine qui paye. Là, en l'occurrence, et d'ailleurs, votre satisfecit le montre bien, enfin, en tout cas, de mon point de vue, je peux défendre cette idée-là. Juste, j'ajouterais une chose. Moi, ce qui me frappe quand même un peu avec toutes ces histoires de fiscalité, de taxes dans le monde des transports, enfin, appliquées au secteur des transports, c'est que c'est très chaotique. Il y a beaucoup de choses incertaines, des choses un peu imprévisibles, parce que vous dites, voilà, on a obtenu qu'il n'y ait plus l'écotaxe. Enfin, oui, mais vu de l'extérieur, c'est quand même la particularité de Ségolène Royal aussi. Je dirais, elle n'aurait pas été là, l'administration était en marche. Ça a été une manière de régler aussi son conflit avec les bonnets rouges. Et d'ailleurs, vous pouvez mettre à son crédit que depuis qu'elle est là, il n'y a eu aucun conflit ni avec les acteurs économiques, ni avec les routiers. Mais c'est une manière de régler le conflit. Donc moi, je trouve que c'est chaotique. Ce que je disais tout à l'heure, je pense que le secteur routier a perdu des interlocuteurs depuis 25 ans dans l'administration. Moi, je me souviens, il y a 25 ans, je peux dire que je me souviens, il y a 25 ans, quand il y avait des conflits routiers, il y avait des gens dans l'administration qui allaient sur les barrages et qui connaissaient les entreprises. Et alors, je ne dis pas que ça réglait les conflits, mais au moins du côté des transporteurs et du secteur routier, ils sentaient qu'ils avaient des interlocuteurs. Là, il y en a plus, il y en a strictement plus aucun. Et puis enfin, je trouve que ces processus chaotiques, ça montre aussi que personne n'a de vision à long terme. C'est-à-dire qu'on est tout le temps dans la réaction, la proposition. Tout d'un coup, il y a un amendement qui passe. Enfin voilà. Donc pour le chercheur, la chercheure que je suis, c'est très intriguant et en tout cas, ça donne beaucoup de travail. Donc je suis ravie, ce sera mon mot de la fin. Merci. Alexis, j'irai un mot de conclusion, si on peut en donner un aussi général. On a oui. déjà terminé. Alors, j'avais 1000 choses à dire. Non, je voudrais, il y aura d'autres tables rondes. Alors je reste. Je voudrais juste terminer sur l'idée qu'on a commencé quand même à introduire. Ces taxes, elles sont nombreuses, on l'a vu. Pourquoi faire? Au nom de quoi elles sont là? Pour leurs payeurs, pourquoi pas, hein, si à chaque fois c'est justifié. Et donc, quels sont les bilans? On sait qu'il y a un poids lourd, lorsqu'il roule sur les routes, doit payer l'usage, hein, certains disent l'usure, mais c'est l'usage de l'infrastructure, c'est le terme consacré. Et il y a toutes des externalités. Elles sont très nombreuses et elles sont prises dans les bilans. Ce sont des choses qui sont maîtrisées par les pouvoirs publics. Il y a des normes, il y a des chiffres vraiment officiels là-dessus pour faire des évaluations socio-économiques. On prend en compte la congestion selon les versions. C'est vrai que c'est controversé, mais on prend en compte le coût des accidents et pas uniquement la tôle froissée, hein, bien sûr, mais plutôt les personnes qui malheureusement décèdent ou sont handicapées gravement, le bruit sur les populations environnantes, la pollution de l'air, la pollution locale et bien sûr les gaz à effet de serre, ce qui se passe là-haut. Tout ça est pris en compte. Là-dedans, juste pour comprendre, à l'aune du coût marginal social, le coût d'usage, c'est 18% des coûts et tout le reste, c'est des coûts externes.
Et on a des bilans officiels. Alors malheureusement, j'ai regardé rapidement et j'ai pas trouvé du bilan très récent. Il y a eu beaucoup de travaux, et notamment ministériels là-dessus, il y a maintenant 10 ans. À l'époque, il y avait un taux de couverture, c'est-à-dire qu'est-ce que les poids lourds en roulant versent à la collectivité à travers toutes les taxes spécifiques qu'on a vues, et est-ce que ça couvre ou pas les coûts au sens de l'usage des infrastructures, mais également au sens des coûts externes et de l'ensemble des coûts externes. Et on avait, si on prend l'ensemble du réseau, les poids lourds sur l'ensemble du réseau en France, un taux de couverture de l'ordre de 90%. On n'est pas loin, les poids lourds sont pas loin de payer tous leurs coûts. Si on ne prend que le réseau national, c'est ce qui était très intéressant dans certains documents officiels du ministère, sur le réseau national, c'est-à-dire les nationales et l'autoroute, il y avait un taux de couverture. On dépassait le taux de couverture. Et avec un vrai problème, en fait, après eux, pour ajuster les choses, c'est qu'en fait, les poids lourds avaient tendance plutôt à payer 2 fois ce qui serait nécessaire sur les autoroutes. Et par contre, il y a un taux de couverture qui est inférieur à 100% sur les nationales. Ils n'arrivent pas à rééquilibrer ça. Mais c'est essentiel de se poser la question de jusqu'où il faut payer, jusqu'où c'est légitime, parce que derrière, on est dans une économie ouverte, européenne à minima, et il en va de la compétitivité du territoire français. On ne peut pas, sur un secteur d'activité, mettre plus de taxes que ce qu'il est économiquement légitime de payer, parce qu'autrement, et il faut des règles européennes, sinon c'est la compétitivité du territoire France, c'est pas que les transporteurs, c'est même pas eux du tout, c'est le site France en tant que territoire de production agricole, industrielle et tout ce qui est matériel qui va un jour aller sur un camion, qui va être déporté sur d'autres territoires en Europe. Michael Reul, les transporteurs belges que vous représentez sont prêts à se mobiliser aussi ? Nous l'espérons, et on va faire un petit message aux transporteurs français. Aidez-nous et boycottez l'acquisition des OBU, parce que quelque part, on est dans le même bateau. On parle de fiscalité, on parle de taxes kilométriques, on parle d'écotaxes, mais ce sont des dossiers qui, en fait, mettent en avant combien les transporteurs français, combien les transporteurs belges ont un déficit de compétitivité qui n'est pas dû à la fiscalité qui est occupée à s'harmoniser au niveau européen, mais qui est dû au déficit salarial, social, qui lui n'est pas du tout harmonisé. Et donc ces taxes qu'on nous met à nous sur le dos, au final, profitent à nos transporteurs étrangers, à nos concurrents, à notre grand regret. Merci à tous en tout cas d'avoir participé à cette table ronde. Je pense qu'on aura l'occasion de se revoir et d'en rediscuter dans les prochains mois. En tout cas, si vous voulez dialoguer également, poser des questions à nos invités, n'hésitez pas donc à passer par les réseaux sociaux, Twitter, #Solutrans2015. Voilà, merci à tous et à très vite ici avec une nouvelle conférence, une nouvelle table ronde des thèmes depuis le plateau TV.